Elle fut le grand amour de l'homme le plus puissant de son temps et la première impératrice des Français. Son nom évoque le luxe, la romance et la tragédie d'un destin impérial. Mais derrière l'icône se cachait une femme dont les véritables motivations continuent de diviser les historiens. D'où nous regardez-vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Cela nous fait toujours très plaisir. Ce genre d'histoire est publié chaque soir sur la chaîne. Pour ne manquer aucune vidéo, vous pouvez vous abonner. Et si celle-ci vous plaît, vous pouvez aussi laisser un like. Joséphine de Beauharnais. Pour certains, elle est une survivante, une victime des ambitions démesurées d'un homme et d'un empire qui exigeait un héritier qu'elle ne pouvait donner. Pour d'autres, elle est une intrigante, une séductrice calculatrice qui a su utiliser son charme pour s'élever des prisons de la Révolution jusqu'au sommet du pouvoir. Son histoire est celle d'une confrontation permanente entre l'image qu'elle projetait et la réalité d'une vie menée sur le fil du rasoir. Pour comprendre qui elle était vraiment, il faut remonter aux origines, loin de la France, sur une île des Caraïbes où tout a commencé. Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie naquit le 23 juin 1763 sur l'île de la Martinique, un territoire français où le sucre était roi et où la société coloniale vivait selon ses propres codes, loin des complexités de la métropole. Fille de Joseph Gaspard de Tacher de la Pagerie, un aristocrate dont la fortune était plus théorique que réelle, elle grandit dans un domaine, la Petite Guinée, qui avait connu des jours meilleurs. Sa jeunesse fut celle d'une créole, marquée par une liberté que peu de jeunes filles de la noblesse française continentale auraient pu imaginer. Elle courait pieds nus dans les plantations, parlait le patois local avec les esclaves qui l'entouraient et développait une nonchalance et une douceur de caractère qui deviendraient plus tard sa marque de fabrique. Son éducation fut sommaire, confiée aux dames de la Providence à Fort-Royal, où elle apprit les bases de la lecture, de l'écriture et du catéchisme. Mais elle ne brilla jamais par son érudition. Ce qui la distinguait, c'était une grâce innée, une souplesse de mouvement et un charme indolent qui captivait ceux qui la rencontraient. Sa beauté n'était pas classique. Sa dentition, abîmée par la consommation de canne à sucre, la complexait, et elle apprit très tôt à sourire sans découvrir ses dents, créant ce fameux sourire énigmatique et contenu qui intriguerait tant de peintres. Son avenir, comme celui de toutes les jeunes filles de sa condition, était le mariage. Une de ses tantes, Désirée, maîtresse du marquis de Beauharnais, un notable influent à la cour de France, organisa une union pour consolider les liens familiaux. Le projet initial était de marier la sœur cadette de Rose, Catherine Désirée, au fils du marquis, Alexandre de Beauharnais. Mais la jeune fille succomba à la maladie, et ce fut Rose, l'aînée, qui fut choisie pour la remplacer. À l'âge de 16 ans, elle quitta le seul monde qu'elle ait jamais connu pour un voyage transatlantique vers un pays dont elle ne savait presque rien, sinon qu'il représentait le centre du monde civilisé. Son arrivée en France fut un choc culturel brutal. Le climat froid et humide, les rues sombres et étroites de Paris, et surtout l'étiquette rigide et impitoyable de l'aristocratie française, étaient à des années-lumière de la chaleur et de la relative simplicité de la Martinique. Son accent créole fut moqué, sa garde-robe jugée provinciale, et son manque de culture et d'esprit fut une source de déception pour son jeune époux. Alexandre, vicomte de Beauharnais, était un homme des Lumières, un militaire ambitieux, un intellectuel qui fréquentait les salons parisiens et qui rêvait de gloire. Il trouva sa jeune épouse belle mais fade, charmante mais ignorante. Leur mariage, célébré le 13 décembre 1779, fut un échec presque immédiat. Alexandre, froid et distant, la délaissa rapidement pour ses maîtresses et ses ambitions politiques, la laissant seule dans un monde dont elle ne maîtrisait pas les codes. Elle lui donna 2 enfants, un fils, Eugène, en 1781, et une fille, Hortense, en 1783. Mais même la naissance de ces enfants ne parvint pas à réchauffer la relation. Accusée d'infidélité par un mari qui était lui-même un libertin notoire, elle subit l'humiliation d'une procédure de séparation.
Le tribunal, cependant, donna tort à Alexandre et lui accorda une pension confortable, reconnaissant qu'elle avait été une épouse bafouée. Réfugiée au couvent de Pentemont, une institution qui accueillait les femmes de la haute société en situation conjugale difficile, elle y parfit son éducation. Elle y apprit l'art de la conversation, les subtilités de la mode et les stratégies de survie sociale. C'est là, au contact d'autres femmes de l'aristocratie, qu'elle commença à forger les armes qui lui permettrent de naviguer dans les eaux troubles de la société parisienne. Cette première vie, celle de la jeune Rose de Beauharnais, fut une succession de désillusions. Un mariage arrangé et malheureux, le mépris de son époux et la solitude d'une étrangère dans un pays qui ne l'acceptait pas. Elle était alors loin d'imaginer que les convulsions qui allaient secouer ce même pays lui offriraient une chance inouïe de réécrire son destin. La prise de la Bastille. Le 14 juillet 1789 marqua le début d'une ère nouvelle et violente, une période de chaos et d'opportunités qui allait transformer la France et le destin de Rose de Beauharnais. Son mari, Alexandre, embrassa avec ferveur les idéaux révolutionnaires. Aristocrate libéral, il fut élu député de la noblesse aux États généraux, puis devint président de l'Assemblée nationale constituante. Pendant un temps, sa carrière politique fut fulgurante. Rose, bien que séparée de lui, bénéficia indirectement de son influence, ce qui lui permit de naviguer avec une relative sécurité dans les premières années de la Révolution. Elle effectua même un séjour en Martinique pour régler des affaires familiales, mais fut contrainte de rentrer en France en raison des troubles qui agitaient également les colonies. À son retour, le climat politique à Paris s'était considérablement durci. La monarchie était tombée, la République avait été proclamée, et le roi Louis XVI avait été exécuté. La France était entrée dans la phase la plus sombre de sa révolution, la terreur. Dirigé par Maximilien de Robespierre et le Comité de salut public, le régime pourchassait sans pitié tous ceux qu'il considérait comme des ennemis de la Révolution, réels ou supposés. Les aristocrates étaient des cibles de choix. Le nom de Beauharnais, autrefois un atout, devint un danger mortel. Alexandre, malgré son engagement révolutionnaire initial, fut rattrapé par ses origines. Après avoir commandé l'armée du Rhin, il fut tenu pour responsable de la perte de la ville de Mayence. Sa noblesse le rendait suspect. Il fut arrêté au début du mois de mars 1794. Quelques semaines plus tard, le 22 avril, ce fut au tour de Rose d'être arrêtée. Elle fut incarcérée à la prison des Carmes, un ancien couvent transformé en antichambre de la guillotine. L'expérience fut traumatisante. Elle se retrouva entassée dans des cellules surpeuplées, dans des conditions d'hygiène déplorables, avec des dizaines d'autres prisonniers de l'aristocratie, vivant chaque jour dans la peur d'entendre son nom appelé pour le tribunal révolutionnaire, ce qui équivalait à une condamnation à mort. Dans cet univers de terreur et de désespoir, elle fit preuve d'une remarquable résilience. Selon des témoignages de codétenus, elle ne céda jamais à la panique, conservant un calme et une dignité qui forcèrent l'admiration. Elle y croisa des figures de la noblesse condamnée, comme le général Hoche, avec qui, selon certaines sources, elle aurait eu une liaison pour tenter de trouver un protecteur. Mais la machine de la terreur était implacable. Le 23 juillet 1794, Alexandre de Beauharnais fut guillotiné, 5 jours seulement avant la chute de Robespierre. Sa dernière lettre à Rose était un adieu poignant, dans lequel il lui confiait la mémoire de leur amour passé et l'avenir de leurs enfants, Eugène et Hortense. Rose elle-même ne dut sa survie qu'à un concours de circonstances extraordinaire. Son procès était programmé, mais la chute de Robespierre le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, entraîna la fin de la terreur et la libération progressive des suspects. Elle sortit de prison le 6 août, physiquement affaiblie, financièrement ruinée, veuve d'un homme qu'elle n'avait jamais vraiment aimé, mais dont la mort la laissait seule avec 2 jeunes enfants à charge. Cette épreuve transforma profondément la jeune femme nonchalante des îles. Elle avait regardé la mort en face et avait survécu. Elle avait appris la précarité de l'existence et la nécessité de compter sur ses propres forces. La veuve Beauharnais
n'était plus la naïve créole arrivée en France 15 ans plus tôt. Elle était une femme endurcie par le malheur, une survivante déterminée à ne plus jamais être une victime. Le monde qui s'ouvrait à elle était celui du Directoire, une période de réaction à la violence de la terreur, marquée par une soif de plaisir et un cynisme politique. C'était un monde où les fortunes se faisaient et se défaisaient rapidement, où les alliances étaient volatiles et où le charme et les relations étaient des atouts plus précieux que la naissance ou la vertu. C'était un monde fait sur mesure pour une femme comme elle, armée de son intelligence sociale, de sa grâce et de sa volonté de faire, de s'assurer un avenir pour elle et pour ses enfants. La prison avait été son baptême du feu. La société du Directoire allait devenir son royaume. Sortie de la prison des Carmes, la citoyenne Beauharnais se retrouva dans une situation désespérée. Sans fortune, avec 2 enfants à élever, elle devait sa survie à la générosité de ses amis et à son ingéniosité. La société post-thermidorienne était en pleine effervescence. Après des années de terreur et d'austérité révolutionnaire, Paris se jetait avec frénésie dans une nouvelle ère de luxe, d'extravagance et de plaisir. C'était l'époque des incroyables et des merveilleuses, une jeunesse dorée qui affichait une mode outrancière, des manières affectées et un mépris pour les conventions. Les salons rouvraient leurs portes, devenant les nouveaux centres du pouvoir où se nouaient les intrigues politiques et financières. C'est dans ce monde que Rose allait non seulement survivre, mais prospérer. Elle comprit rapidement que son charme, sa douceur et son art de l'écoute étaient ses meilleurs atouts. Elle se réinventa. Abandonnant le prénom Rose, qu'elle jugeait trop simple, elle commença à se faire appeler par son 3e prénom, Joséphine, un nom qu'elle trouvait plus élégant et distingué. Elle devint l'une des figures les plus en vue de cette nouvelle société. Son petit hôtel particulier de la rue Chantraine devint un lieu de rencontre pour les hommes les plus influents du moment. Banquiers, fournisseurs aux armées, spéculateurs et politiciens. Son principal protecteur fut Paul Barras, l'un des 5 directeurs qui gouvernèrent la France. Homme puissant, corrompu et libertin, Barras fut son amant et son mentor. Il la couvrit de cadeaux, régla ses dettes innombrables, car Joséphine était une dépensière compulsive, une passion pour le luxe qui ne la quitterait jamais, et l'introduisit dans les cercles du pouvoir. Grâce à lui, elle obtint la restitution d'une partie des biens de son défunt mari et assura l'avenir de ses enfants. Eugène fut placé auprès du général Hoche et Hortense dans le prestigieux pensionnat de Madame Campan. La réputation de Joséphine durant cette période est controversée. Ses détracteurs la dépeignaient comme une femme aux mœurs légères, une courtisane calculatrice qui utilisait ses charmes pour s'enrichir et grimper l'échelle sociale. Ses amis, au contraire, la voyaient comme une femme d'une grande bonté, généreuse jusqu'à l'imprudence, dont la principale motivation était la sécurité de ses enfants. La vérité se situe probablement entre ces 2 extrêmes. Joséphine n'était ni une sainte, ni une intrigante diabolique. C'était une pragmatique, une femme qui avait appris à la dure que la survie exigeait des compromis. Elle offrait son influence et son salon en échange d'une protection financière et politique. Son rôle était celui d'une médiatrice, d'une facilitatrice. Dans son salon, les ennemis politiques pouvaient se parler, les affaires se conclure, les alliances se former. Elle excellait dans l'art de mettre les gens à l'aise, de désamorcer les tensions par sa grâce et sa conversation aimable. Elle n'était pas une intellectuelle, mais elle possédait une intelligence émotionnelle aiguë. Elle savait lire les hommes, comprendre leur vanité et leurs faiblesses. C'est dans ce contexte qu'elle fit une rencontre qui allait changer sa vie et le cours de l'histoire. Selon la légende, son fils Eugène, alors adolescent, se serait présenté à un jeune général pour réclamer l'épée de son père, confisquée lors d'une opération de désarmement de la population parisienne. Touché par la démarche du jeune garçon, le général aurait accepté. Le lendemain, sa mère, Joséphine, serait venue le remercier en personne. Ce général était Napoléon Bonaparte. L'histoire
probablement embellie par la propagande impériale ultérieure, marque le début de leur relation. À cette époque, Joséphine était au sommet de sa gloire mondaine, une icône de l'élégance parisienne, tandis que Bonaparte était un général de brigade prometteur mais encore peu connu, plus jeune qu'elle de 6 ans, sans fortune et à l'allure gauche. Leur rencontre était celle de deux mondes, celui de la grâce établie et celui de l'ambition brute. Joséphine, peut-être lassée de sa liaison avec Barras, vit en ce jeune militaire un potentiel protecteur, un homme d'avenir. Lorsque Napoléon Bonaparte rencontra Joséphine de Beauharnais, il était un homme en pleine ascension, mais encore en marge du pouvoir réel. Auréolé de sa victoire contre les royalistes lors de l'insurrection du 13 Vendémiaire, il avait été surnommé le général Vendémiaire et commandait l'armée de l'intérieur. Mais il était aussi un homme seul, un Corse aux Français encore imparfait, un soldat à l'apparence chétive et au teint maladif, mal à l'aise dans les salons sophistiqués du directoire. Sa rencontre avec Joséphine fut un véritable coup de foudre, une passion dévorante et immédiate qui le submergea. Pour lui, elle incarnait tout ce qu'il désirait et ne possédait pas. L'élégance de l'ancienne aristocratie, la grâce, le raffinement et l'assurance d'une femme du monde. Elle était son passeport pour la haute société parisienne, sa douceur même, comme il l'écrira plus tard. Il fut instantanément captivé par son charme, sa voix mélodieuse, sa bienveillance apparente et cette légère mélancolie qui émanait d'elle. Il tomba éperdument amoureux, avec toute l'ardeur et l'absolutisme de son caractère. Les sentiments de Joséphine étaient, au départ, bien plus mesurés. Âgée de 32 ans, elle en avait 6 de plus que lui. Elle était une femme expérimentée, consciente de son pouvoir de séduction et soucieuse avant tout de sa sécurité financière et de celle de ses enfants. Ce jeune général passionné, aux lettres enflammées et aux déclarations d'amour éternel, l'intriguait et la flattait, mais l'effrayait aussi un peu par son intensité. Ses amis la mettaient en garde contre cette union. Un général sans fortune, dont l'avenir était incertain, semblait un mauvais parti pour la reine du tout Paris. Elle-même hésitait, écrivant à une amie qu'elle n'éprouvait pas de véritable amour pour lui, mais plutôt une sorte de tiédeur, tout en reconnaissant son ambition et son potentiel. D'après certaines sources, c'est Barras lui-même, désireux de se débarrasser d'une maîtresse devenue encombrante et coûteuse, qui aurait encouragé ce mariage. En guise de dot, il aurait offert à Bonaparte le commandement de l'armée d'Italie, une promotion qui allait lancer sa carrière vers les sommets. La cour que lui fit Bonaparte fut acharnée. Il lui écrivit des dizaines de lettres passionnées, pleines d'une poésie brûlante et parfois maladroite, la suppliant de l'épouser. « Je me réveille plein de toi », lui écrivait-il. « Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont pas laissé de repos à mes sens. » Face à une telle détermination, et consciente que l'étoile de ce jeune homme était en train de monter, Joséphine finit par céder. Le mariage civil fut célébré le 9 mars 1796, dans la discrétion de la mairie du 2e arrondissement de Paris. La cérémonie fut précipitée et pleine d'irrégularités. Bonaparte, arrivé en retard, fit rajeunir Joséphine de 4 ans sur l'acte de mariage et se vieillit lui-même d'1 an pour réduire leur différence d'âge. Joséphine, de son côté, omit de déclarer qu'elle était veuve et mère de 2 enfants. C'était un mariage d'ambition et de passion, un pari sur l'avenir pour l'un comme pour l'autre. Pour Bonaparte, c'était l'union avec une femme qui lui ouvrait les portes d'un monde et lui apportait une légitimité sociale. Pour Joséphine, c'était un gage de stabilité, une protection pour elle et sa famille, l'assurance d'un statut respectable. Elle ne pouvait pas encore deviner que ce petit général corse allait non seulement conquérir l'Italie, mais l'Europe entière, et l'entraîner avec lui dans un destin qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. 2 jours seulement après leur mariage, Napoléon Bonaparte partit prendre le commandement de l'armée d'Italie. Leur lune de miel fut écourtée par les impératifs de la guerre, laissant Joséphine seule à Paris, épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais dont le nom commençait déjà à résonner dans toute la France.
Tandis que Napoléon Bonaparte menait en Italie l'une des campagnes militaires les plus fulgurantes de l'histoire, remportant victoire sur victoire à Lodi, Arcole et Rivoli, Joséphine restait à Paris. Elle était désormais Madame Bonaparte, l'épouse du général le plus célèbre de la République, mais elle peinait à s'adapter à ce nouveau rôle. Loin du front, elle retomba rapidement dans la vie mondaine et frivole du directoire qui était la sienne. Elle continuait de fréquenter les salons, d'accumuler des dettes colossales pour des robes et des bijoux, et de s'entourer d'un cercle d'amis qui n'étaient pas tous du goût de son mari. Pendant ce temps, Bonaparte, consumé par l'amour et la jalousie, lui envoyait depuis son quartier général des lettres quotidiennes, parmi les plus passionnées de l'histoire de la correspondance. Il la suppliait de le rejoindre, mélangeant des descriptions de batailles à des déclarations d'un désir ardent. « Plus de lettres de toi », écrivait-il désespéré. « Je n'ai passé de jours sans t'aimer, je n'ai passé de nuits sans te serrer dans mes bras. Loin de toi, les jours sont longs, tristes et maussades. » Joséphine, cependant, se montrait réticente à quitter les plaisirs de Paris pour les incertitudes d'un camp militaire en Italie. Elle prétexta une grossesse, un mensonge qui fut rapidement découvert pour retarder son départ. En réalité, elle avait renoué avec un ancien amant, le charmant capitaine de hussards Hippolyte Charles. Leur liaison, menée avec une certaine imprudence, devint un secret de polichinelle dans la haute société parisienne. Finalement, sous la pression de son mari et de Barras, elle se résigna à le rejoindre en Italie. Son voyage fut triomphal. Accueillie avec les honneurs dus à l'épouse d'un conquérant, elle régna sur la cour improvisée du château de Mombello, près de Milan, où elle mena une vie de fête et de réception. Mais même là, elle continua de voir Hippolyte Charles, qui avait suivi l'armée. L'aventure prit fin lorsque Bonaparte, lors de sa campagne d'Égypte en 1798, apprit la vérité. L'information lui fut révélée par ses proches, notamment son aide de camp Junot, et fut confirmée par son frère Joseph. La nouvelle le dévasta. Sa fureur fut terrible. L'homme qui était en train de conquérir le monde se sentit trahi et humilié dans ce qu'il avait de plus intime. Sa première réaction fut de demander le divorce. Il écrivit une lettre furieuse à son frère Joseph, annonçant sa décision de rompre ce mariage. « Le voile est déchiré », écrivit-il. « C'est triste quand on a à la fois tous les sentiments pour une même personne dans un même cœur. Fais-moi préparer un appartement à mon arrivée à Paris. » La lettre fut interceptée par la flotte britannique et publiée dans les journaux anglais, transformant le drame privé en scandale public. Apprenant le retour imminent et inattendu de Bonaparte d'Égypte, Joséphine comprit la gravité de la situation. Elle se précipita à sa rencontre sur la route de Lyon, mais le manqua, Bonaparte ayant pris un autre itinéraire. Elle arriva à leur domicile de la rue Chantraine quelques heures après lui. Il refusa de la voir, s'enfermant dans sa chambre. Pendant plusieurs jours, elle resta derrière la porte, pleurant, suppliant, implorant son pardon. C'est finalement l'intervention de ses enfants, Eugène et Hortense, qui fit plier le général. Agenouillés devant lui, ils plaidèrent la cause de leur mère. Bonaparte, qui avait une profonde affection pour ses beaux enfants, ne put résister à leurs larmes. Il pardonna. Mais quelque chose s'était brisé à jamais. La passion aveugle et idéalisée qu'il vouait à Joséphine avait disparu, remplacée par une affection plus calme, mais aussi par une méfiance nouvelle. Le rapport de force au sein du couple s'inversa. Désormais, c'est Joséphine qui serait dans la dépendance affective, craignant constamment de perdre un mari, dont le pouvoir et la gloire ne cessaient de grandir. Lui, de son côté, se sentit libéré de ses obligations de fidélité et commença à prendre des maîtresses. Leur mariage avait survécu, mais il était transformé. Il devenait moins une affaire de cœur qu'un partenariat politique, une alliance dont l'épreuve suivante serait la conquête du pouvoir suprême en France. Après la crise conjugale provoquée par la campagne d'Égypte, le couple Bonaparte se ressouda autour d'un objectif commun, le pouvoir. Napoléon était rentré en France en héros, malgré les résultats mitigés de son expédition. L'opinion publique
voyait en lui l'homme providentiel, capable de mettre fin à l'instabilité et à la corruption du Directoire. Un complot se mit en place pour renverser le régime, mené par des figures politiques comme Sieyès et Talleyrand, qui voyaient en Bonaparte le sabre nécessaire à leur coup d'État. Dans cette entreprise périlleuse, Joséphine allait jouer un rôle crucial, non pas en tant que stratège politique, mais en tant qu'atout social inestimable. Sa résidence de Malmaison, une propriété qu'elle avait achetée en banlieue parisienne pendant l'absence de son mari et qui avait failli causer leur ruine financière, devint le quartier général officieux des conjurés. Tandis que Bonaparte et ses alliés planifiaient les détails militaires et politiques du coup, Joséphine utilisait son charme et son influence pour neutraliser les oppositions. Elle recevait à dîner les hommes politiques et les généraux hésitants, les rassurant par sa douceur et sa conversation apaisante. Son salon devint une arme de séduction politique. Elle excellait dans l'art de rallier les soutiens et de calmer les méfiances. Son passé de vicomtesse de Beauharnais lui donnait une légitimité auprès de l'ancienne aristocratie, tandis que son statut d'épouse du général le plus populaire de France lui assurait le respect des nouvelles élites. Elle était le visage aimable et rassurant de l'ambition dévorante de son mari. Le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, fut une affaire confuse et risquée qui faillit échouer. Mais au final, Bonaparte réussit à s'imposer et à dissoudre le Directoire. Un nouveau régime, le consulat, fut instauré avec 3 consuls à sa tête. En réalité, le pouvoir était concentré entre les mains du premier consul, Napoléon Bonaparte. Du jour au lendemain, Joséphine changea de statut. Elle n'était plus seulement l'épouse d'un général victorieux. Elle était la femme de l'homme le plus puissant de France. Elle s'installa avec lui au palais du Luxembourg, puis aux Tuileries, l'ancienne résidence des rois de France. C'est là qu'elle commença à façonner ce qui allait devenir la cour impériale. Avec un tact et une grâce infinie, elle réintroduisit une étiquette, un protocole et un sens de la majesté qui avaient disparu pendant la Révolution. Elle organisait des réceptions grandioses, choisissait les dames d'honneur et donnait le ton en matière de mode et de bon goût. Son rôle était essentiel à la stratégie de Bonaparte, qui cherchait à réconcilier l'ancienne France et la nouvelle, à fusionner les élites de l'Ancien Régime et celles issues de la Révolution. Joséphine était le pont parfait entre ces deux mondes. Elle était la personnification de l'élégance et de la continuité, rassurant ceux qui craignaient le retour de la violence révolutionnaire. Sa douceur et sa bienveillance naturelle contrebalançaient l'image parfois dure et autoritaire de son mari. Elle était sa meilleure ambassadrice, intercédant souvent auprès de lui en faveur d'émigrés cherchant à rentrer en France ou de prisonniers politiques. Sa popularité auprès du peuple parisien était immense. On l'appelait Notre-Dame des Victoires ou la bonne Joséphine. Cependant, cette période de triomphe fut assombrie par 2 menaces grandissantes. La première était l'hostilité du clan Bonaparte. La mère de Napoléon, Laetitia, et ses sœurs, Élisa, Pauline et Caroline, n'avaient jamais accepté Joséphine. Elle la méprisait pour ses origines créoles, sa réputation sulfureuse sous le Directoire, ses dépenses extravagantes et, surtout, son incapacité à donner un héritier à Napoléon. Elle menait contre elle une guerre de tous les instants, cherchant à la discréditer aux yeux de son mari et à pousser celui-ci au divorce. La seconde menace, plus grave encore, était précisément cette question de la succession. Le pouvoir de Bonaparte, devenu consul à vie en 1802, était personnel. Pour pérenniser son œuvre et fonder une dynastie, il lui fallait un fils. Or, les années passaient et Joséphine ne tombait pas enceinte. La question de sa stérilité, réelle ou supposée, devint une affaire d'État, un sujet de conversation angoissé dans les couloirs du pouvoir. Joséphine vivait dans la crainte permanente de la répudiation. Chaque nouvelle victoire de son mari, chaque pas de plus vers le pouvoir absolu, la rendait plus vulnérable. Son trône était un trône fragile, suspendu au fil de l'amour d'un homme et de la capacité de son corps à enfanter.
Le 18 mai 1804, un Senatus consulte proclama Napoléon Bonaparte empereur des Français. Le régime républicain du consulat laissait place à un empire héréditaire. Pour Joséphine, cette nouvelle étape était à la fois un triomphe et une source d'angoisse. Elle devenait impératrice, atteignant un rang qu'aucune Française n'avait connu depuis Marie-Antoinette. Mais le mot héréditaire sonnait comme un glas, rappelant cruellement son incapacité à donner un successeur à la nouvelle dynastie. La cérémonie du sacre et du couronnement devait être l'événement le plus spectaculaire du règne, une démonstration de puissance et de légitimité destinée à éblouir la France et l'Europe. Elle eut lieu le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, redécorée pour l'occasion dans un style néoclassique grandiose. Rien ne fut laissé au hasard. Napoléon supervisa personnellement chaque détail, de la musique aux costumes, transformant l'événement en une véritable œuvre de propagande politique. Pour Joséphine, les jours précédant le sacre furent tendus. Le clan Bonaparte, mené par Joseph et les sœurs de l'empereur, fit une dernière tentative pour l'écarter. Ils insistèrent sur le fait qu'elle ne devait pas être couronnée, arguant que seule la lignée Bonaparte devait être sacralisée. Napoléon, exaspéré, leur tint tête. « Je ne suis redevable de rien à mes frères », aurait-il déclaré. « Mon héritier, c'est le peuple français. » Il imposa la présence de Joséphine à ses côtés. Un autre obstacle surgit à la dernière minute. Le pape Pie VII, venu spécialement de Rome pour la cérémonie, apprit que le mariage de Napoléon et Joséphine n'avait été que civil. Il refusa de procéder au sacre tant que leur union ne serait pas bénie par l'Église. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, dans le plus grand secret, le cardinal Fesch, oncle de Napoléon, célébra leur mariage religieux dans la chapelle des Tuileries. Joséphine obtenait ainsi une garantie supplémentaire, un lien sacré qui, espérait-elle, rendrait une répudiation plus difficile. Le jour du sacre, elle était éblouissante. Vêtue d'une robe de velours blanc brodée d'or et d'argent et d'un immense manteau de velours rouge doublé d'hermine, elle avança dans la nef de Notre-Dame avec une grâce qui frappa tous les témoins. Âgée de 41 ans, elle avait conservé une silhouette élégante et un port majestueux. Le moment le plus célèbre de la cérémonie, immortalisé par le peintre Jacques-Louis David, fut celui du couronnement. Après s'être couronné lui-même, un geste d'une audace inouïe signifiant qu'il ne tenait son pouvoir de personne d'autre que de lui-même, Napoléon se tourna vers Joséphine, agenouillée devant lui. Il prit la couronne de l'impératrice, plus petite et plus légère, et la posa délicatement sur sa tête. Selon les témoins, ce fut un instant d'une grande tendresse. Napoléon aurait ajusté la couronne avec le soin d'un amant, un geste qui semblait sceller publiquement leur union indissoluble. Pour Joséphine, ce fut l'apogée de son incroyable destinée. La petite créole de la Martinique, la veuve presque guillotinée sous la terreur, la courtisane du Directoire, était désormais impératrice, sacrée par le pape, aux côtés de l'homme le plus puissant d'Europe. Elle était au sommet du monde. Mais même au milieu de cette gloire, l'ombre de son infertilité planait. Le tableau de David lui-même est une œuvre de propagande subtile. Il représente Laetitia Bonaparte, la mère de l'empereur, occupant une place d'honneur dans la tribune, alors qu'en réalité, elle avait refusé d'assister à la cérémonie pour protester contre le couronnement de sa belle-fille. Le peintre a également rajeuni l'impératrice, gommant les marques du temps pour la présenter comme une figure éternelle et parfaite. L'image était fixée pour la postérité, mais la réalité était bien plus fragile. Le couronnement n'avait pas résolu le problème dynastique. Il n'avait fait que le rendre plus aigu. En devenant impératrice, Joséphine n'avait pas seulement gagné un titre, elle avait accepté un devoir, celui de perpétuer l'Empire. C'était un devoir qu'elle savait ne pas pouvoir remplir. Les années qui suivirent le couronnement furent pour Joséphine une période de splendeur et d'anxiété croissante. En tant qu'impératrice, elle tenait sa cour aux Tuileries et à Saint-Cloud, remplissant son rôle avec une perfection qui forçait l'admiration même de ses ennemis. Elle était le modèle de l'élégance,
de la grâce et de la générosité. Elle présidait les cercles, organisait les fêtes et continuait d'être une mécène pour les artistes et les artisans, contribuant à la naissance et à l'épanouissement du style empire. Sa résidence privée de Malmaison devint un havre de paix et un chef-d'œuvre de l'art des jardins. Elle y rassembla une collection de plantes exotiques venues du monde entier, notamment des roses, qui devinrent sa passion. Elle y créa également une ménagerie avec des animaux rares comme des cygnes noirs d'Australie, des kangourous et des zèbres. Malmaison était son refuge, le lieu où elle pouvait échapper à l'étiquette écrasante de la cour et redevenir elle-même. La relation entre Napoléon et Joséphine évolua. La passion tumultueuse des débuts laissa place à une profonde affection, une complicité forgée par les épreuves et les triomphes partagés. Napoléon lui faisait une confiance absolue, discutant avec elle des affaires de l'État, appréciant son jugement et son intuition. Elle était sa confidente, la seule personne capable de tempérer son caractère impétueux. Il continuait de lui écrire des lettres tendres lors de ses campagnes militaires, s'enquérant de sa santé et de ses occupations. Mais malgré cette affection, la question de l'héritier empoisonnait leur vie. Chaque victoire militaire de Napoléon, chaque extension de l'Empire, Austerlitz, Iéna, Friedland, rendait la fondation d'une dynastie plus impérative. Le clan Bonaparte ne cessait de lui rappeler son devoir. Ses ministres, Talleyrand et Fouché en tête, lui expliquaient froidement que la stabilité de l'Empire reposait sur une succession claire et légitime. Toutes les solutions furent envisagées. Napoléon songea un temps à adopter l'un de ses neveux, le fils de son frère Louis et d'Hortense, la fille de Joséphine. Ce jeune garçon, nommé Napoléon Charles, était adoré par l'empereur, qui voyait en lui son successeur désigné. Cette solution aurait permis de concilier le sang Bonaparte et le sang beauharnais. Mais le petit prince mourut brutalement du croup en 1807, anéantissant cet espoir et plongeant Joséphine dans un profond désespoir. Elle comprit que le destin de son mariage était scellé. La pression sur Napoléon devint insoutenable. Lui-même commença à douter de sa propre fertilité, jusqu'à ce qu'une de ses maîtresses, Éléonore de Nuel de la Plaigne, lui donne un fils en 1806. La preuve était faite. Il pouvait avoir des enfants. La faute incombait donc à Joséphine. À partir de ce moment, le divorce devint inéluctable. Ce n'était plus qu'une question de temps et d'opportunité politique. Joséphine vivait dans une angoisse permanente. Elle guettait les moindres signes de refroidissement de son mari, redoutait les conversations avec les ministres et se sentait épiée par la famille Bonaparte qui attendait sa chute. Elle multiplia les consultations médicales, tenta des cures thermales, espérant un miracle qui ne vint jamais. Elle savait qu'elle était devenue un obstacle à l'ambition de l'homme qu'elle aimait et au futur de l'Empire qu'elle avait contribué à bâtir. La victoire de Wagram en 1809 et le traité de paix avec l'Autriche créèrent le contexte idéal pour la répudiation. Napoléon, au sommet de sa puissance, pouvait désormais envisager une alliance matrimoniale avec l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses dynasties d'Europe, les Habsbourg. Une union avec l'archiduchesse Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche, lui apporterait la légitimité qu'il recherchait et, surtout, la promesse d'un héritier. La décision fut prise. L'amour et la loyauté personnelle devaient céder le pas à la raison d'État. Pour Napoléon, ce fut un déchirement. Pour Joséphine, le début de la fin de son monde. La fin du mois de novembre 1809 marqua le début de la tragédie finale. De retour à Fontainebleau après la campagne d'Autriche, Napoléon annonça sa décision à Joséphine. La scène, qui se déroula le 30 novembre, fut d'une violence émotionnelle extrême. Après un dîner silencieux et tendu, l'empereur aborda le sujet, lui expliquant que le bien de la France et de la dynastie exigeait leur séparation. Selon le récit de leur entourage, Joséphine poussa un cri et s'évanouit. Napoléon, paniqué, dut appeler le chambellan de service pour l'aider à la transporter dans ses appartements. Les jours qui suivirent furent une succession de scènes déchirantes et de négociations politiques.
Joséphine, bien que brisée, fit preuve d'une dignité remarquable. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas lutter contre la raison d'État et accepta de se sacrifier. L'acte de dissolution du mariage fut officialisé le 15 décembre 1809 lors d'une cérémonie solennelle au Palais des Tuileries. Devant toute la cour et la famille impériale réunie, Napoléon prit la parole le premier. D'une voix émue, il rendit hommage à celle qui avait été sa compagne pendant 13 ans, louant sa grâce et son dévouement, et affirmant qu'elle avait embelli sa vie. Il conclut en déclarant que seul l'intérêt de la France le forçait à ce sacrifice. Puis ce fut au tour de Joséphine. Tenant un papier qu'elle était incapable de lire tant ses sanglots l'étouffaient, elle commença une déclaration préparée à l'avance. Elle y affirmait son attachement à l'empereur et son consentement au divorce, un acte nécessaire pour le bonheur de la patrie. Incapable de continuer, elle tendit le document à un secrétaire qui en acheva la lecture. Ce fut un moment d'une immense portée dramatique et politique, le premier divorce public d'un souverain pour raison d'État dans l'histoire moderne de la France. L'événement fut soigneusement mis en scène pour présenter la répudiation non pas comme une rupture, mais comme un sacrifice mutuel sur l'autel de la nation. Joséphine conserva le titre d'impératrice, une rente considérable, et la jouissance des châteaux de Malmaison et de l'Élysée. Napoléon veilla à ce qu'elle soit traitée avec tous les honneurs dus à son rang, mais rien ne pouvait compenser la perte de son statut et de l'homme qu'elle aimait. Le soir même, elle quitta définitivement les Tuileries pour s'installer à Malmaison. Leur correspondance montre que la séparation fut aussi douloureuse pour Napoléon que pour elle. « Ne doute jamais de mes sentiments pour toi », lui écrivit-il quelques jours plus tard. « Tu ne me trouveras jamais changé. » Il continua de lui rendre visite, de s'inquiéter de sa santé et de ses dettes, qui restaient astronomiques. Leur lien ne fut jamais complètement rompu, mais il devait regarder vers l'avenir. En mars 1810, il épousa par procuration l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Un an plus tard, le 20 mars 1811, l'héritier tant attendu naquit. Le fils de Napoléon reçut le titre de roi de Rome. L'Empire avait son avenir assuré. Joséphine, informée de la nouvelle à Malmaison, aurait pleuré de joie. Une réaction complexe mêlant le soulagement de voir le vœu de Napoléon exaucé et la tristesse de ne pas être la mère de cet enfant. Elle avait été l'impératrice de la gloire et des victoires. Marie-Louise serait l'impératrice de la postérité. Son rôle historique était terminé. Elle était désormais une relique d'une époque révolue, une figure du passé observant de loin la nouvelle phase d'un règne qu'elle avait contribué à fonder. Son sacrifice était complet. Elle avait tout donné à l'Empire, y compris son propre bonheur. Après sa répudiation, Joséphine se retira dans son domaine de Malmaison, qui devint le centre de son univers. Loin du tumulte de la cour impériale, elle y mena une vie à la fois somptueuse et mélancolique, se consacrant à ses deux grandes passions, ses enfants et la botanique. Elle suivit avec une fierté immense les carrières de son fils Eugène, devenu vice-roi d'Italie et l'un des plus loyaux et compétents maréchaux de Napoléon, et de sa fille Hortense, reine de Hollande, par son mariage avec Louis Bonaparte. Ses petits-enfants, dont le futur Napoléon III, étaient sa plus grande joie. Elle entretenait également une correspondance régulière avec Napoléon. Leurs lettres, empreintes d'une tendre nostalgie, témoignent d'une affection qui survécut au divorce et au remariage. Il continuait de la consulter, de la tenir informée de sa vie et de payer ses dettes sans jamais se plaindre. Elle restait, à ses yeux, une figure tutélaire, la femme de son destin. Malmaison devint un jardin extraordinaire, célèbre dans toute l'Europe. Joséphine y acclimata des centaines d'espèces végétales rares, venues d'expéditions scientifiques du monde entier. Sa collection de roses était particulièrement exceptionnelle, comptant plus de 250 variétés. Elle finança l'œuvre du grand peintre botaniste Pierre-Joseph Redouté. Les liliacées et les roses, qui restent des chefs-d'œuvre de l'illustration scientifique. Son domaine était plus qu'un jardin. C'était un conservatoire, un laboratoire à ciel ouvert,
et l'expression de sa propre quête de beauté et d'harmonie dans un monde qui s'effondrait autour d'elle. Car l'Empire, pour lequel elle avait été sacrifiée, commençait à vaciller. La désastreuse campagne de Russie en 1812, suivie de la campagne d'Allemagne en 1813, marqua le début de la fin. En 1814, les armées coalisées envahirent la France. Paris tomba. Napoléon fut contraint d'abdiquer et fut exilé sur l'île d'Elbe. Marie-Louise et le roi de Rome partirent pour l'Autriche, pour ne jamais revenir. Pendant ces événements dramatiques, Joséphine resta à Malmaison. Elle fut traitée avec le plus grand respect par les souverains alliés, notamment le tsar Alexandre Ier de Russie, qui fut séduit par son charme et sa dignité. Il lui rendit plusieurs visites, la considérant comme une figure historique et une victime des ambitions démesurées de Napoléon. C'est lors d'une promenade dans le parc avec le tsar, par un temps froid et humide, qu'elle contracta une pneumonie. Sa santé déclina rapidement. Elle s'éteignit le 29 mai 1814, à l'âge de 50 ans. Ses dernières paroles, selon la tradition, auraient été pour l'homme qui avait fait sa gloire et son malheur. Bonaparte, l'île d'Elbe, le roi de Rome. Sa mort causa une immense émotion en France. Des milliers de personnes, des plus humbles aux plus grands, vinrent se recueillir devant sa dépouille. Elle fut inhumée dans la petite église de Rueil-Malmaison. Napoléon, apprenant la nouvelle sur son île d'exil, en fut dévasté. Il serait resté enfermé pendant 2 jours, refusant de voir quiconque. À son retour pour les 100 jours, l'une de ses premières visites fut pour Malmaison, où il erra seul dans les jardins, se remémorant celle qu'il appela jusqu'à la fin la plus douce des femmes. La créole des îles avait accompli un parcours sans équivalent dans l'histoire, passant de l'anonymat d'une plantation à la splendeur du trône impérial. Elle fut une survivante, une séductrice, une mécène, une impératrice, grande manipulatrice ou femme brisée par l'Empire. Elle fut sans doute les deux, et bien plus encore, une femme complexe, dont la grâce et la résilience lui permirent de traverser une des époques les plus tumultueuses de l'histoire, laissant derrière elle une image de douceur et un parfum de rose. La mort de Joséphine de Beauharnais à Malmaison, alors que l'empire qu'elle avait vu naître s'était effondré, ne marqua pas la fin de son histoire, mais plutôt le commencement de son mythe. Au-delà de la figure romantique, de l'épouse bafouée ou de la femme dépensière, son héritage se révèle infiniment plus complexe, tissé dans la trame politique, culturelle et même dynastique de l'Europe du XIXe siècle. Pour comprendre qui elle fut vraiment, il faut regarder au-delà de sa relation avec Napoléon et mesurer l'empreinte durable qu'elle laissa, une empreinte souvent paradoxale et bien plus profonde que celle d'une simple souveraine de passage. Son premier héritage, le plus fondamental, est celui de la survivante. Rien dans son éducation nonchalante à la Martinique ne la préparait à la brutalité des épreuves qu'elle allait affronter. Le mariage malheureux avec Alexandre de Beauharnais fut une première leçon sur la cruauté des conventions sociales et la solitude du pouvoir. La prison des Carmes sous la Terreur fut son véritable creuset. C'est là, face à la mort quotidienne, qu'elle forgea la résilience, le calme et la maîtrise de soi qui allaient devenir ses armes les plus efficaces. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, elle ne fut jamais une idéologue. Elle ne se battit pas pour des principes abstraits, mais pour une chose bien plus concrète, la survie, puis la sécurité de ses enfants. Cette approche pragmatique, parfois jugée comme un manque de profondeur ou une tendance à l'intrigue, était en réalité la clé de son ascension. Dans le chaos du Directoire, elle comprit que le charme et les réseaux étaient une monnaie plus stable que la fortune ou la naissance. Son salon de la rue Chantraine n'était pas un simple lieu de frivolité, mais une bourse d'influence où elle échangeait sa grâce contre de la protection. Ce talent pour la médiation et la conciliation fut son second héritage, un héritage politique. En épousant Bonaparte, elle ne lui apporta pas seulement un nom de l'Ancien Régime, mais aussi un savoir-faire social qui lui manquait cruellement. Elle fut l'architecte de la vie de cour sous le Consulat et l'Empire. C'est elle qui, avec un tact infini, réintroduisit une étiquette,
mélangeant la rigidité de l'ancienne monarchie à la relative simplicité des nouvelles élites. Elle fut le visage aimable du régime, la bonne Joséphine, dont la douceur et la bienveillance servaient de contrepoint à l'autorité parfois cassante de l'empereur. Son rôle d'intercesseur est bien documenté. Elle utilisa son influence pour obtenir la grâce de condamnés politiques, faciliter le retour d'émigrés et apaiser les tensions. Napoléon lui-même, bien que souvent exaspéré par ses dettes, reconnaissait la valeur politique de sa popularité. Elle était son ministre des Grâces, capable de gagner les cœurs là où il ne pouvait imposer que le respect ou la crainte. Elle contribua de manière décisive à la politique de fusion nationale voulue par l'empereur, en rendant le nouveau régime acceptable, voire désirable, pour une partie de l'ancienne aristocratie qui, sans elle, serait restée hostile. Son troisième héritage est culturel et esthétique. L'impératrice fut sans conteste l'arbitre du goût de son temps. Plus que Napoléon, dont les préférences allaient à un classicisme martial et grandiose, Joséphine façonna l'intimité du style empire. À Malmaison, elle créa un modèle de résidence où l'élégance se mariait au confort, où l'art de vivre primait sur la représentation officielle. Elle fut une mécène éclairée pour les architectes Percier et Fontaine, pour les ébénistes comme Jacob Desmalter et pour les peintres comme Prudhon ou Gérard. Sa passion pour la mode lança des tendances qui se répandirent dans toute l'Europe. Mais c'est dans le domaine de la botanique que son influence fut la plus singulière et la plus durable. Sa collection de plantes à Malmaison était bien plus qu'un caprice de souveraine. C'était une entreprise scientifique d'une ambition remarquable. Elle finança des expéditions, entretint une correspondance avec des savants du monde entier et réussit à acclimater des centaines d'espèces exotiques, faisant de ses serres un laboratoire de renommée internationale. Sa collection de roses, immortalisée par les aquarelles de Redouté, reste un monument de l'histoire de l'horticulture. En créant ce jardin extraordinaire, elle laissait derrière elle une œuvre de paix et de beauté, un héritage vivant qui contrastait avec les conquêtes éphémères de l'Empire. Enfin, son héritage le plus inattendu est d'ordre dynastique. Répudiée parce qu'elle ne pouvait donner d'héritier direct à Napoléon, elle devint, par une ironie spectaculaire de l'histoire, la grand-mère d'un empereur et l'ancêtre de plusieurs familles régnantes d'Europe. Alors que le seul fils de Napoléon et Marie-Louise, le roi de Rome, mourut jeune et sans descendance, éteignant la lignée directe de l'empereur, la postérité de Joséphine s'épanouit. Son fils Eugène, par ses enfants, fit entrer le sang des Beauharnais dans les familles royales de Suède, de Danemark, de Norvège, de Belgique, du Luxembourg, de Grèce et du Brésil. Mais c'est par sa fille Hortense que le paradoxe atteint son sommet. Le fils d'Hortense et de Louis Bonaparte, Louis-Napoléon, devint l'empereur Napoléon III, restaurant l'Empire en France près de 40 ans après la chute de son oncle. L'homme qui allait régner sur le Second Empire était le petit-fils de Joséphine. La femme sacrifiée sur l'autel de la continuité dynastique assura, à travers sa propre lignée, cette même continuité de la manière la plus imprévisible qui soit. Grande manipulatrice ou femme brisée, la question qui sous-tend son histoire trouve sa réponse dans la synthèse de ses héritages. Elle ne fut ni l'une ni l'autre, ou plutôt, elle fut les deux à la fois, et bien plus encore. Elle fut une femme de son temps, contrainte de naviguer dans une époque d'une violence et d'une instabilité extrême en utilisant les seules armes dont elle disposait. Son charme, son intelligence sociale et une volonté de faire dissimuler sous des dehors de douceur. Sa manipulation, si l'on peut l'appeler ainsi, fut celle de la survie. Sa fragilité, loin d'être une faiblesse, fut ce qui la rendit humaine et attachante aux yeux de ses contemporains et de la postérité. Elle ne fut jamais l'égale politique de Napoléon, mais elle fut son complément indispensable, la part de grâce et d'humanité sans laquelle l'édifice impérial n'aurait été qu'une austère forteresse militaire. Son destin fut en définitive celui d'une rose, cultivée pour sa beauté et son parfum,
Elle embellit le jardin de l'Empire avant d'être coupée lorsque la raison d'État l'exigea. Mais ses graines, emportées par le vent de l'histoire, germèrent sur des terres lointaines et inattendues, assurant à son nom une pérennité que même Napoléon n'aurait pu imaginer. Le destin de Joséphine de Beauharnais fut à l'image de son époque. Une ascension fulgurante, suivie d'un sacrifice dicté par la raison d'État. Son histoire demeure celle d'une femme qui, malgré les apparences, ne contrôla jamais entièrement une destinée façonnée par l'ambition d'un homme et les exigences d'un empire. Quelle histoire souhaitez-vous voir ensuite? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne rien manquer, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. L'existence de Joséphine de Beauharnais, une fois close, est entrée dans une autre dimension, celle de la légende. Comme toute figure historique dont la vie fut intimement liée au pouvoir et au drame, elle est devenue un réceptacle pour les projections, les fantasmes et les interprétations simplificatrices de la postérité. Son histoire a été polie, romancée ou assombrie pour servir des récits qui, souvent, en disent de plus long sur les époques qui les ont produits que sur la femme elle-même. Pour véritablement approcher qui elle était, il est nécessaire de déconstruire les 3 mythes fondamentaux qui enserrent sa mémoire. Le mythe de la grande amoureuse passionnée, le mythe de la créole frivole et dépensière, et enfin le mythe contradictoire de la manipulatrice calculatrice opposée à celui de la victime passive. La vérité, comme toujours, ne réside pas dans un camp ou dans l'autre, mais dans la tension constante entre ces archétypes. Le premier mythe, le plus tenace et le plus séduisant, est celui de la romance absolue, l'histoire d'amour qui a uni Joséphine et Napoléon contre vents et marées. Ce récit se nourrit des lettres enflammées de la campagne d'Italie, de l'image tendre du sacre immortalisé par David et du drame poignant de la répudiation, présenté comme un sacrifice mutuel au nom de la France. Or, si l'amour fut indéniablement une composante de leur relation, la réduire à une simple passion romantique serait une erreur. Leur histoire est avant tout celle d'une dynamique de pouvoir et d'intérêt en constante évolution. Au commencement, la passion était unilatérale. Le jeune général Bonaparte, provincial et mal à l'aise dans le monde, projeta sur Joséphine un idéal de grâce aristocratique et de sophistication parisienne. Son amour était absolu, possessif, presque adolescent dans son intensité. Pour Joséphine, en revanche, la décision d'épouser ce militaire sans fortune fut un calcul pragmatique. Elle y vit une protection, un statut, une porte de sortie honorable de sa situation précaire de veuve entretenue par Barras. Son infidélité avec Hippolyte Charles, menée avec une insouciance qui frôlait la provocation, n'est pas le fait d'une femme passionnément amoureuse, mais celui d'une femme qui n'avait pas encore mesuré l'envergure de son mari, ni la nature de son propre engagement. La crise du retour d'Égypte fut le véritable tournant. En lui pardonnant, Napoléon ne sauva pas seulement leur mariage, il le redéfinit. La passion aveugle fit place à une affection profonde, une camaraderie et une interdépendance politique. Mais le rapport de force s'était inversé à jamais. C'est à partir de ce moment que Joséphine, consciente de ce qu'elle avait failli perdre, devint une épouse dévouée, tandis que Napoléon, désillusionné, se permit des liaisons qui affirmèrent sa nouvelle liberté affective. Leur relation devint un partenariat. Elle était sa meilleure conseillère en matière d'étiquette et d'image publique. Il était son protecteur et le garant de son statut. La répudiation elle-même, bien que sincèrement douloureuse pour l'un comme pour l'autre, fut moins une tragédie romantique qu'un acte de réelle politique dynastique. Une conclusion logique à un contrat dont l'une des clauses essentielles, la production d'un héritier, ne pouvait être remplie. Le mythe de l'amour éternel occulte cette complexité et transforme une alliance de pouvoir, de dépendance et d'affection sincère mais changeante en un conte de fées pour manuel scolaire. Le second mythe est celui de l'insouciante créole, une femme à la fois charmante et superficielle, dont la vie se résumerait à une quête effrénée de luxe, de robes et de bijoux. Ces dettes phénoménales, qui furent une source constante de fureur pour Napoléon, sont la preuve la plus tangible de cette image. Il est vrai que Joséphine fut une dépensière compulsive.
Son goût pour le luxe était insatiable. Mais interpréter cette frénésie comme une simple frivolité, c'est ignorer les fonctions politiques et psychologiques de la dépense. Sous le Consulat et l'Empire, le luxe n'était pas qu'une affaire privée, il était un instrument de pouvoir. La cour impériale, sortie du néant révolutionnaire, devait rivaliser de splendeur avec les vieilles monarchies d'Europe. Joséphine, en tant qu'impératrice, avait pour mission d'incarner cette splendeur. Chacune de ses robes, chacun de ses diadèmes, était une affirmation de la richesse et de la puissance du nouveau régime. Elle fut la vitrine de l'industrie du luxe français, soieries de Lyon, dentelles d'Alençon, joaillerie parisienne, et sa consommation effrénée participait à la relance économique voulue par Napoléon. Sa dépense était en partie une fonction officielle. Sur un plan plus personnel, cette boulimie d'achat peut aussi être lue comme le symptôme d'une anxiété profonde. Ayant connu la précarité, la pauvreté et la menace de la mort, Joséphine cherchait dans l'accumulation d'objets et la création d'un environnement magnifique une forme de sécurité, une muraille de beauté contre un monde qu'elle savait hostile et imprévisible. Malmaison, souvent présenté comme son caprice le plus coûteux, est l'exemple parfait de cette dualité. Ce fut à la fois un refuge personnel, un havre de paix loin de l'étiquette pesante des Tuileries, et un projet culturel et scientifique d'envergure. En réduisant Joséphine à une icône de mode écervelée, on oublie la mécène, la botaniste passionnée et la femme qui utilisa le luxe comme un outil pour asseoir une légitimité et apaiser ses propres angoisses. Le troisième et dernier mythe est le plus complexe, car il la place au centre d'une contradiction insoluble. Était-elle une intrigante maîtresse de son destin ou une victime passive des événements? Ses détracteurs, à commencer par le clan Bonaparte, l'ont dépeinte comme une femme calculatrice, une courtisane qui a su user de ses charmes pour s'élever socialement, séduisant Barras puis Bonaparte dans une quête cynique de pouvoir et de richesse. Ses défenseurs, à l'inverse, la voient comme un jouet du destin, mariée contre son gré, injustement accusée par son premier mari, presque guillotinée et finalement sacrifiée par le second sur l'autel de la raison d'État. Ces deux visions, aussi opposées soient-elles, partagent le même défaut. Elles nient la véritable nature de son agentivité. Joséphine ne fut ni une marionnettiste tirant toutes les ficelles, ni une poupée de chiffon ballottée par les flots de l'histoire. Elle fut une navigatrice extraordinairement douée. Elle n'a pas créé les courants puissants de son époque, mais elle a su, mieux que quiconque, les utiliser pour maintenir son cap. Sa stratégie ne fut pas celle de la confrontation directe, qui aurait été suicidaire pour une femme de son temps, mais celle de l'adaptation, de la séduction et de l'influence discrète. Elle ne commandait pas les armées, mais elle savait comment apaiser la colère d'un général. Elle ne rédigeait pas les lois, mais elle pouvait murmurer à l'oreille du législateur. Son pouvoir était indirect, relationnel, typiquement féminin dans une société entièrement dominée par les hommes. Qualifier cela de manipulation est une simplification anachronique. Il s'agissait de survie. De même, la qualifier de victime serait lui faire l'injustice de nier son intelligence, sa résilience et les choix, certes limités mais bien réels, qu'elle a faits à chaque étape de sa vie. Elle a accepté d'épouser Bonaparte, elle a choisi de rester avec lui après la crise d'Égypte, et elle a consenti à son propre sacrifice lors de la répudiation, transformant une défaite personnelle en un acte de dignité politique qui a préservé son statut et son honneur. En fin de compte, l'icône Joséphine est une construction. La réalité est celle d'une femme d'une complexité fascinante, dont la douceur cachait une force de caractère inébranlable et dont la légèreté apparente masquait une conscience aiguë de la précarité de sa position. Elle fut un caméléon social, capable de se transformer de créole indolente en reine du directoire, puis en impératrice quasi-royale, et enfin en sage retirée à Malmaison. Chaque rôle fut joué avec une grâce si parfaite qu'il semblait naturel.
C'est peut-être là que réside son véritable génie. Avoir su se réinventer constamment pour survivre et prospérer dans un monde en révolution permanente, laissant derrière elle une image si lisse et si parfaite qu'elle en est devenue un mythe. Démystifier l'icône, ce n'est pas la diminuer, mais au contraire lui rendre son humanité, avec ses calculs, ses peurs, ses amours et son incroyable force de vie.